L'heure du mystère. Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir Une si drôle de femme de Roger Faller, avec Renaud Marie, Geneviève Brunet, Claude Brosset, Daniel Voll et Jean Brunel, André Tinzy, Géo Valery et Jean Péméja. Réalisation Philippe Guinard. Baldi! Tiens, bonjour Colson. J'allais chez toi. Et tu n'aurais trouvé personne. Alors je serais passé à la brigade. Anne-Marie va bien? Très bien, je te remercie. Et Simone, depuis que tu as quitté la PJ, elle ne s'ennuie pas trop en Belgique? Bon, elle s'y fait. Gand est une belle ville. Eh ben, tant mieux. Et le travail, ça va? Ça va, ça va. Un privé sérieux en trouve toujours. Tu es à Lille pour ça? Où veux-tu en venir? Oh, je t'en prie. Tu sors bien de l'église, non? Bah, évidemment. Les Besson ne t'ont tout de même pas invité à l'enterrement de leur bru? Presque. Tu vas à ton bureau? Oui. Là, je t'accompagne à bout de chemin, Oui. si ça ne t'ennuie pas trop. Je t'en prie bien. Oui, je vois où tu veux en venir, mais je doute de pouvoir faire quelque chose pour toi. Ben, je crois que si. Bien que nous ne soyons plus dans la même équipe. Que sais-tu sur la mort de Françoise Besson? Apparemment, c'est un suicide. Et on l'enterre à l'église. Ouais, avec les Besson, on en a vu d'autres. Et puis, ce n'est peut-être pas un suicide non plus. Ah, donc la PJ et toi, vous êtes sur l'affaire. Oui et non. Il est sans doute tombé une ou deux lettres anonymes sur le bureau du patron. Forcément. Des gens assez importants pour employer 2000 ouvriers ont des ennemis. Et puis, on n'aime guère les Besson à Lille et ça nous oblige à faire attention. Et toi? Eh bien, la famille me demande une enquête privée. Ah, qui? Le mari? Non, la mère. Suzanne. J'espère qu'elle te donne carte blanche. On me l'a promis. Eh bien, tant mieux pour toi. Moi, je n'ai jamais eu une affaire aussi délicate à mener. Tu les interroges tous, ils ne savent rien. De plus, il faut les ménager et la moindre faute se retournerait contre nous. C'est comme de ton temps. Hein? Suzanne Besson a toujours le bras long. C'est pourtant le fils qui dirige l'usine. En nom seulement. André Besson n'a pas beaucoup de personnalité. Ouais, je l'ai vu il y a 3 jours, il était complètement effondré. Tu l'as vu chez lui? Non, à la clinique où sa femme est morte. Ça s'appelle l'Ermitage. C'est un établissement ultra chic de la banlieue de Lille. Naturellement, le directeur est aux abois. Crime ou suicide, c'est aussi grave pour sa réputation. Françoise Besson. Elle était réellement malade? Non, elle se reposait. Oui, mais on sait peu de choses sur elle. Les Besson l'avaient plus ou moins cachée. Elle est d'une famille modeste. D'ailleurs, tu verras peut-être le père, mais ça ne t'apprendra sûrement pas grand-chose. Pourquoi? D'abord parce qu'il est très malade, et ensuite parce que les Besson le tiennent bien en main. C'est un de leurs anciens employés. Ah oui. Oui, en somme, sa fille était entrée dans la famille par la porte de service. Mariage forcé? Attention, Tram. Oui? Et qui vous a prévenu de la mort de Françoise? Le docteur Wouters. C'est le directeur de la clinique. Apparemment,
C'était un empoisonnement au barbiturique. Le légiste a confirmé. Le problème est donc de savoir si on a empoisonné Françoise ou si elle s'est suicidée. Dans ce dernier cas, qui lui a procuré les médicaments? J'ajoute qu'on n'a pas retrouvé le tube vide. Oui. Rien d'autre comme information? Non, rien. Hein? Vois tout de même l'infirmière. Peut-être acceptera-t-elle de te parler, si on l'y autorise. Après le constat, je l'ai accompagnée chez elle en voiture, naturellement. Elle se méfiait de moi, mais elle connaissait bien Françoise Besson. À vrai dire, elle n'a pas semblé surprise par cette mort. Du moins, c'est mon impression. Ben, j'ai son nom et son adresse, j'irai la voir. Et le directeur de la clinique, comment est-il? Wouters? Oui. Ouf. Médecin mondain, excellente réputation. Avec le secret professionnel, il passe facilement à travers les questions. Mais quand il prétend ne pas comprendre ce qui s'est passé, il paraît sincère. Comment réagit la famille? Oh bah tu sais, elle se limite à peu de personnes, la famille. Il y a le mari et le père de Françoise, plus la belle-mère qui mène tout. Mais en fait, ils ont peur. Tu penses à un scandale possible? Tout le monde y pense. Oui. Oui, en somme, Suzanne Besson, ignorant exactement ce qui s'est passé, veut être informée la première pour pouvoir faire face s'il y a lieu. C'est exactement son style. Donc, elle se méfie de la police. Sinon, elle ne serait pas venue me chercher en Belgique. Sans doute c'est elle que vous ne voudriez pas faire pression sur moi, alors que s'adressant directement à un flic privé... Tu vois bien les choses. Bon, ben je vois qu'il est inutile de compter sur ton aide. Je t'ai réellement dit tout ce que je savais. Mais le patron ne fera rien pour te faciliter la tâche. Mademoiselle Brouillet? C'est moi. Lucien Valdy. Je pense qu'on vous a annoncé ma visite. Le docteur Wouters m'a effectivement prévenu qu'on me posera des questions au sujet du décès de Madame Besson. Entrez, monsieur. Bien, Asseyez-vous. merci. Vous connaissiez bien Françoise Besson, n'est-ce pas? À la clinique, je m'occupais d'elle. Seulement d'elle? J'avais une autre malade, mais je m'intéressais davantage à Madame Françoise. À cause de son état? Non. Vous aviez un autre motif? Un sujet d'inquiétude, par exemple? Pas précisément. Pourtant, d'après un inspecteur de la brigade de Lille, vous n'avez pas semblé trop surprise de ce qui est arrivé. Non, ce n'est pas cela. Je lui ai dit que j'avais eu une intuition. Ça ne s'explique pas. Françoise Besson n'était pas comme les autres pensionnaires. C'était une jeune femme extrêmement douce, presque enfantine. On ne pouvait s'empêcher d'avoir peur pour elle. Et pourtant... Continuez. Pourtant, quand on la connaissait, on comprenait que sa personnalité était beaucoup plus complexe. Françoise était parfois déroutante. Personne, par exemple, n'a jamais compris pourquoi elle refusait de voir Martine. Martine? Sa fille. Quel âge a-t-elle? 5 ans. Pourtant, elle l'adorait. Elle m'en parlait tout le temps. Elle avait des photos d'elle, des souvenirs, des petites choses. Peut-être craignait-on d'impressionner la petite en l'amenant. Mais absolument pas. Sa mère avait un comportement tout à fait normal. Et vous n'y avez jamais posé la question au sujet de sa fille? Mais si, bien sûr. Mais elle ne répondait pas. Françoise était étrange. Elle vous obligeait presque à l'aimer, à condition de garder vos sentiments pour vous. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière journée? Oui, très bien. Ça a été un jour comme les autres. Ce matin-là, elle s'est levée comme d'habitude à 8 heures. Elle a beaucoup traîné à sa toilette, comme toujours. Ensuite, elle s'est rendue dans le parc, seule. Elle aimait être seule. Je me rappelle l'avoir vue lire sur un fauteuil. Puis, vers 11 heures, le docteur l'a rejointe et il a bavardé avec elle pendant une dizaine de minutes en se promenant.
Ça faisait partie d'un traitement? Françoise n'était pas malade. À l'Ermitage, elle se reposait. De quoi? Un mois plus tôt, elle avait été ébranlée nerveusement. Je crois même me rappeler qu'il avait été question de suicide. Pour quel motif? Je l'ignore. Mais il lui fallait du calme. Après le déjeuner, elle est retournée dans le parc, toujours seule, jusqu'à l'heure des visites habituelles. Elle en savait beaucoup? Non, non, peu. Et toujours les mêmes. Ce jour-là, son mari est arrivé le premier très tôt, vers 13h30. Il est resté très peu de temps. Peut-être un quart d'heure. Ensuite, ça a été le tour de Gaston Dervieux, le père de Françoise. Lui, il est resté 1 heure. Après son départ, elle est retournée dans le parc, et Denise Eberlin est arrivée vers 16h30. Ah, vous parlez de la jeune fille qui s'occupait de Martine? Oui. Elle venait 2 fois par semaine, parfois 3. Elles étaient amies? Ou, disons qu'elles étaient presque du même âge. Et je crois que Denise Eberlin aimait beaucoup Martine. Alors, toutes les deux, elles parlaient de la petite. Mademoiselle Eberlin a dû vous le dire. Ah non, je ne l'ai pas encore vue, non. Donc, il ne s'est rien passé d'anormal au cours de ces visites? Je n'y assistais pas, évidemment. Mais apparemment, tout s'est bien passé. Enfin, je veux dire, comme d'habitude. André Besson était toujours très gentil avec sa femme, et Monsieur Dervieux, le père de Madame Françoise, faisait tout ce qu'il pouvait également. Madame Suzanne Besson ne venait pas? Plus, depuis une dizaine de jours. Vous savez pourquoi? Oh non, bien entendu. Après ces visites, j'ai retrouvé Françoise dans sa chambre. Elle lisait des revues que Denise Eberlin lui avait rapportées de Courtrai, où elle habite. Elle était calme. À 21h, elle s'est couchée. C'était le seul moment de la journée où je restais avec elle. Elle ne vous a rien dit? Non. Du moins, rien d'intéressant. Avant de la quitter, je lui ai préparé ses somnifères, comme chaque soir. Elle dormait mal? Elle le prétendait. Et comment procédiez-vous pour ces somnifères? Et toujours de la même façon. Je préparais la dose prescrite, elle la prenait devant moi, et je remportais les cachets. C'est pourquoi la théorie de la police est totalement fausse. Que dit la police? Et que Françoise Besson aurait pu stocker les médicaments et les avaler en une seule fois. Mais c'est absolument impossible. Le docteur Wouters vous le confirmera. Je travaille à la clinique depuis 10 ans, il me connaît. Je n'ai commis aucune faute. Ah ouais, je vous crois. Françoise avait réellement besoin de somnifères? Mais peut-être. Les visites qu'elle recevait l'énervaient beaucoup. Mais il était difficile de les interdire. Parce que les Besson payaient cher. Mais pas uniquement pour cette raison, bien sûr. Mais parce que les interdictions auraient paru contre-indiquées. Que coûtait la pension? 20 000 francs par jour. Si les Besson y trouvaient leur compte... Vous vous trompez, monsieur Baldi. Françoise n'était pas internée abusivement. Elle pouvait partir du jour au lendemain. C'est elle qui s'y refusait. Elle ne voulait plus rentrer chez elle. Ah? Pour quelle raison? Mais je ne la connais pas, monsieur Baldi. Françoise ne parlait jamais d'elle. C'était une si drôle de femme. Au point de se suicider? Mais je ne sais pas. Vous avez vu le docteur Wouters? Pas encore. Peut-être vous renseignera-t-il mieux que moi. Il connaît la famille. Moi, je n'avais jamais affaire à eux. Les Besson ne sont pas des gens très... Mais très liants. Oui, c'est ça. Je suis désolée, monsieur Baldi. Je suis certaine que le docteur vous recevra avec plaisir. Il est à la clinique en ce moment. Asseyez-vous, monsieur Baldi. Merci. Mademoiselle Brouillet vient de m'annoncer votre visite. Madame Suzanne Besson m'en a également informé, en m'assurant que votre enquête sera discrète. Sûrement, docteur. Je vous en remercie. Ce drame risque de nous faire un tort considérable. Et si je puis vous être utile... Je le pense, oui. Voyons, pourquoi Françoise Besson était-elle traitée chez vous? Elle était plutôt pensionnaire. Je l'avais reçue il y a 1 mois sur le conseil de son médecin traitant. Elle était très lasse et très déprimée. Naturellement, avant de l'accepter ici, selon son désir d'ailleurs, j'ai appelé son mari et je lui ai exposé la situation. Il a accepté une cure de 2 semaines. Qui s'est prolongée? Oui. Mais
Au bout des 2 semaines, Françoise Besson était redevenue très calme. Je lui ai donc expliqué que je ne pouvais la garder davantage sans paraître exploiter la situation. On aurait pu me le reprocher. Oui. J'ai aussi avisé son mari, qui a tout de suite été d'accord. Sa femme devait rentrer le lendemain chez elle. Et alors? Dans la nuit même, elle a tenté de se suicider. Pardon? Je pensais que vous le saviez. Elle a quitté sa chambre et attendu une voiture sur la route. Elle s'est précipitée, l'homme a pu freiner à temps, mais son véhicule a été très endommagé. Naturellement, la famille l'a largement indemnisé, ce qui explique que l'incident n'ait pas été connu. J'ai alors compris qu'il se passait quelque chose. Elle ne vous a pas expliqué son geste? Non. C'est après cet incident que j'ai prescrit un somnifère. Mais était-ce réellement indispensable? Pendant la semaine qui a suivi la tentative, assurément. Cela se passait il y a 15 jours. Mais cette dernière semaine, elle prenait toujours des somnifères avant de se coucher. Exact. Mais cela était inoffensif. Et Françoise Besson aurait pu absorber 2 tubes sans danger. Vous voulez dire que leur action sur elle était seulement psychologique? Oui. Mais naturellement, personne n'était au courant. Même pas l'infirmière. Pourquoi? Parce que c'est la règle. Je plaçais moi-même ces cachets inopérants dans un tube de véritable somnifère. Ainsi, l'emballage et la forme du médicament maintenaient l'illusion. La mort provenant néanmoins de barbiturique, Françoise Besson s'en est donc procuré d'autres, efficaces, ceux-là. Oui, mais comment? Elle ne sortait jamais. Elle recevait des visites. Bien sûr, mais je n'envisage pas que sa famille ait pu lui apporter des somnifères à mon insu. Après sa tentative de suicide, c'est impensable. Vous leur avez posé la question? Moi, non. Mais la police a interrogé tout le monde. Sauf Gaston Dervieux, le père de Françoise. Il est très malade, c'est un cardiaque. La mort de sa fille lui a porté un coup très dur. Et vous faites entièrement confiance à votre personnel? Entièrement. Oui. Mademoiselle Brouillet travaille avec moi depuis 10 ans et elle seule était en contact avec Françoise Besson. Et vous m'avez dit tout à l'heure que personne n'était au courant de l'inefficacité du produit que vous donniez. En êtes-vous certain? Alors je vous en prie, docteur. Je crois que Madame Suzanne Besson le savait. Plus exactement, elle le devinait. Elle vous l'a dit? Oui. Après une scène qu'elle a eue avec sa bru lors de sa dernière visite, il y a une dizaine de jours. À quel sujet, cette scène? Madame Besson ne refusera sûrement pas de répondre à cette question. D'autant qu'elle vous a demandé cette enquête. Je puis toutefois vous dire qu'elle ne croyait pas à la dépression nerveuse de sa bru. Malgré la tentative de suicide sur la route? Elle a échoué. Vous venez de me dire que Madame Besson vous a parlé après cette dernière visite à sa bru. Puis-je vous demander ce qu'elle vous a dit? Madame Suzanne Besson est une femme remarquable, qui sait se maîtriser. Néanmoins, elle m'a fait comprendre qu'elle exigeait le retour de sa bru. Vous comprenez, elle ne croyait pas à cette dépression. Oh, je ne dis pas qu'elle avait tort. Néanmoins, je l'ai mise en garde contre une réaction imprévisible de Françoise. Pour moi, elle n'avait échappé que par miracle à sa tentative sur la route. En somme, vous avez dégagé votre responsabilité en cas de départ. Exactement. Oui. Je ne peux guère vous en dire plus. Et croyez bien que si je pouvais vous aider davantage... C'est peut-être possible. J'ai une dernière question à vous poser, mais je souhaite une réponse sans équivoque. Si j'admets votre entière bonne foi, et je n'ai aucune raison d'en douter, je dois considérer que Françoise Besson ne restait chez vous que parce qu'elle refusait de rentrer chez elle. Qui vous a dit cela? Tout le monde. Vous-même. C'est exact. Pour quelle raison se comportait-elle ainsi? Désolé, monsieur Baldi. C'est la seule question à laquelle je ne puisse répondre. Considérez mon silence comme relevant du secret professionnel. Il va vous recevoir, mais depuis la mort de sa fille, il est très faible. Mais j'en ai seulement pour un instant.
Bonjour, monsieur Dervieux. Je crois que vous avez été prévenu de ma visite. Oui, par madame Suzanne Besson. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Quand j'ai quitté ma fille, tout allait bien. Vous êtes resté longtemps avec elle? Non, à peine une demi-heure. Elle n'aimait pas qu'on aille la voir, je le sentais bien. Elle restait silencieuse, comme si elle avait eu quelque chose à nous reprocher. Et quoi donc? Ce que je sais. Avec son mari, c'était la même chose. André me le disait. Et pourtant, avec tout ce qu'il faisait pour elle... Ah, mais c'était son mari. Mais justement, de quoi pouvait-elle se plaindre? Ah non, je ne comprendrai jamais pourquoi elle a fait cela. Est-ce qu'une fille dans sa situation a le droit de se suicider avec une famille comme la sienne? Et la petite? Est-ce qu'elle a pensé à la petite? Qui s'en occupe actuellement? Sa grand-mère. Ça fait 8 semaines que Martine habite au château. Vous voulez dire qu'elle y était déjà 1 mois avant que votre fille n'entre à l'Ermitage? Mademoiselle Héberlin était repartie. Mais je comprends bien. Mais pendant ce mois, votre fille pouvait s'occuper de Martine? Non. Enfin, je veux dire qu'elle était déjà très nerveuse. Et une enfant de 5 ans a besoin de calme. Mais c'est la seule raison? Il y a aussi que Madame Besson voulait assurer elle-même l'éducation de la petite. Mais pour quelle raison? Mais parce que Martine est une Besson. Ah oui. Ces gens-là savent mieux. C'est pour le bien de la petite que la grand-mère voulait l'élever. Pour son avenir. Et votre fille ne le comprenait pas? Je ne sais pas. Elle ne vous l'a jamais dit? Elle ne disait jamais rien à personne. Elle a toujours été comme ça, même tout enfant. On cherchait à la raisonner. Elle ne vous répondait pas. Pour elle, j'étais comme un étranger. Pendant un moment, j'ai cru que le mariage la changerait. Et non. Non, elle était restée comme avant. Pourtant, elle avait fait un beau mariage. Oui. Elle aimait son mari? Mais puisqu'elle avait tout ce qu'elle voulait, de l'argent, des domestiques. Vous alliez souvent chez elle? Ou de temps à autre, quand il ne recevait pas, bien sûr. Oui. Et chez Suzanne Besson? Il n'y avait aucune raison d'y aller. On ne m'invitait pas. D'ailleurs, je ne m'y serais pas trouvé à l'aise. J'ai travaillé plus de 20 ans à leur service. On ne passe pas d'un milieu dans l'autre du jour au lendemain. Chacun a sa place. Oui. Mais que ma fille ait pu épouser un Besson, c'était beau, c'était une réussite. Si ma femme avait pu voir ça. Et puis mon gendre était si gentil avec moi. Voyons, vers quelle heure êtes-vous allé voir votre fille à l'Ermitage le dernier jour? Vers 15 heures. Que vous a-t-elle dit? Mais rien. Ou plutôt des banalités, comme toujours. Elle n'écoutait même pas. On aurait dit qu'elle était pressée de me voir partir. Ou qu'elle avait quelque chose à me reprocher. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien me reprocher? Je n'ai jamais voulu que son bonheur. Elle attendait mademoiselle Héberlin à ce moment-là? Oui. Elles étaient amies? Françoise n'avait pas d'amis. Mais la Belge était jeune, un peu plus jeune que Françoise. Elle a une bonne instruction, ce qui fait qu'elle devait pouvoir parler ensemble. De quoi? Oh, peut-être de Martine. La Belge aussi l'aimait bien. Et la petite aussi l'aimait. Si vous la connaissiez. Ah ben c'est Louise. Elle s'occupe de ma maison. Entrez, Louise. Il est 6 heures, monsieur. Je vous accompagne à la porte? Oui, si vous voulez. Au revoir, monsieur Dervieux. Oui, au revoir, monsieur.
Vous pensez le tracasser encore longtemps? J'avais des questions à lui poser. Mais pour le compte des Besson, je sais. Mais que voulez-vous qu'il vous réponde? Pensez-vous qu'il comprend quelque chose à ce qui s'est passé? Et vous? Moi, je préfère ne pas comprendre. C'est ce que j'ai répondu à la police. Et au moins, elle avait le droit de m'interroger. Au revoir, monsieur Baldi. France Inter, quelques instants maintenant, en compagnie de Fats Waller. Mademoiselle Eberlin, C'est moi? puis-je entrer? J'attends quelqu'un. Non, mais je n'en ai que pour quelques instants. Je me présente, Lucien Baldi. La famille Besson m'a chargé d'une enquête sur la mort de Françoise Besson. Entrez. Merci. Pardon. Quand vous parlez de la famille Besson, il s'agit de la mère, bien entendu. Mais pourquoi cette question? Suzanne Besson aime posséder et exercer son autorité. Si elle pouvait embaucher un procureur de la République, elle le ferait. Elle se contente d'un détective privé. Voilà. Le seul ennui, monsieur Baldi, c'est que vous êtes à Courtrai en Belgique. Donc sans droit vis-à-vis de moi. Et ça vous dispense de me répondre? Légalement, oui. Même si vous considérez que le décès de Françoise est suspect? Françoise n'a jamais fait que des choses suspectes dans la vie. Son mariage, son attitude, sa mort. Vous ne l'aimiez pas. Elle m'intéressait. Et c'est seulement pour cela que vous alliez la voir à l'Ermitage? Elle ne manquait pas d'intérêt. Elle avait de la réserve, de la tenue, de la classe. Et puis cette façon de vous regarder. Au début, je la croyais stupide et timide. Je me trompais. Elle était volontaire et intelligente. Il n'empêche qu'au bout de 6 mois, je n'en savais pas plus sur elle qu'au premier jour. Peut-être moins. Pourquoi vous occupiez-vous de Martine? Pour de l'argent? Absolument pas. Mon père en a peut-être autant que les Besson. Bon, je suivais des cours à la faculté de Lille. Et puis j'aime bien la petite. Pourquoi la grand-mère l'avait-elle reprise chez elle? Je devais partir? Non, c'est pas la seule raison. Bien sûr que non. Martine était une Besson. Et seuls les vrais Besson peuvent élever une Besson. Je pensais que vous le saviez. Oui, est-ce à la suite de cette décision que Françoise était devenue nerveuse? Sans aucun doute. Elle n'a rien fait pour garder sa fille? Elle ne pouvait rien contre sa belle-mère. Tout le monde obéissait, le mari et le père. Évidemment, il y avait le divorce. Mais c'était impossible pour les mêmes raisons. Alors Françoise a plié. Du moins, c'est ce que tout le monde a cru pendant un moment. Expliquez-vous. Vous y voilà. Vous me demandiez pourquoi j'allais voir Françoise à l'Ermitage. Eh bien, c'était de la curiosité, monsieur Baldi. Je voulais voir qui finirait par gagner. On lui avait pris sa fille au nom des traditions familiales. Françoise se battait sur ce terrain et tous ses coups faisaient mouche. C'est elle qui a voulu entrer dans une maison de repos, comme une folle. Mais son absence, c'était déjà le scandale. Les amis demandaient de ses nouvelles. Où était-elle? Était-elle malade? Pouvait-on la voir? Les Besson s'affolaient. Alors ils ont exigé son retour. Françoise a répondu par une tentative de suicide. Celle de la route? Oui. Savez-vous ce qu'ont fait les Besson pour que ça ne se sache pas? Ils ont payé une voiture neuve à l'automobiliste. Et devant leur panique, Françoise restait doucement obstinée. Jusqu'à la cruauté. Elle était implacable. Elle voulait sa fille. Si elle n'était pas morte, ils auraient cédé? Peut-être. Naturellement, André aurait suivi. Au fond, les Besson, ce sont comme des vieux meubles vermoulus. Un petit coup plus sec et tout tombe en poussière. Ils sont vieux, ces gens-là.
Même André, avec ses 33 ans. Et Françoise l'avait compris. Elle n'aimait pas son mari? Disons que Dervieux a su arranger le mariage quand sa fille est tombée enceinte. D'André Besson? C'était sa secrétaire. Enfin, elle aurait pu refuser ce mariage. Facile à dire. C'est dur de résister à un cardiaque qui a de l'ambition pour sa fille. À cette époque, Françoise venait de perdre sa mère et Dervieux était fasciné par les Besson. Vous le connaissez? Oui, je le quitte. Et maintenant, si nous parlions sérieusement, mademoiselle Eberlin. N'est-ce pas ce que nous faisons? Non, pas tout à fait. Donc, vos parents sont riches et vous détestez les Besson. Pourquoi restiez-vous chez eux? Il m'a fallu le temps de comprendre. Et que faites-vous actuellement? Je suis vaguement professeur dans un établissement privé de Courtrai. Vous pensez y rester? Sûrement pas. Ma famille vit à Bruxelles. Que fait votre père? En quoi est-ce que cela vous regarde? Vous avez raison, vous n'étiez pas à l'enterrement ce matin, n'est-ce Non. pas? Bon, pourquoi? J'avais un cours. Enfin, un enterrement peut justifier une absence. Je ne peux rien vous dire de plus, monsieur Baldi. D'ailleurs, j'attends une visite. Je vous demande de me laisser. Pas avant que vous ne m'ayez expliqué. Vous alliez régulièrement à la clinique, mais vous n'étiez pas à l'enterrement. Pourquoi? Rien ne m'oblige à vous répondre. Vous allez tout de même le faire, j'ai tout mon temps. Je peux appeler la police? Ça m'étonnerait. Vous voyez. D'ailleurs, je sais pourquoi vous alliez à la clinique. Vous vouliez sauver les apparences. Il ne fallait pas que Françoise se doute de quelque chose, et peut-être vous le demandait-on. Mais vous êtes fou qui m'aurait demandé ça. Quand je suis monté chez vous à l'instant, un homme me suivait. Il m'a vu entrer ici, alors il est redescendu. Tenez, venez voir. Allez-vous-en. Non. Ça fait 10 minutes qu'André Besson vous attend en bas au volant de sa voiture. C'est bien lui que vous attendiez, n'est-ce pas? Je ne l'attendais pas. Mais je savais qu'il viendrait. C'est an dernier, il vient tous les jours. Même si je ne le reçois pas. Vous pensez qu'il va partir? Il est capable de rester des heures. Même le jour de l'enterrement de sa femme. Vous étiez sa maîtresse? Pourquoi seriez-vous là si vous ne le saviez pas? Qui me l'aurait dit? Suzanne Besson, naturellement. Je ne l'ai pas encore vue. Françoise aussi était au courant? J'ai toujours pensé qu'elle l'ignorait. Et André le croyait aussi. L'amour ne l'empêchait pas de prendre des précautions. Et puis le dernier jour, quand je suis allée à l'Ermitage, j'ai compris que Françoise avait tout deviné. Et sans doute depuis le début. Elle vous l'a dit? Oui, à sa façon. En me rappelant un petit incident qui s'était produit quelques mois plus tôt. André avait voulu m'accompagner à une exposition de peinture. Martine était avec nous, comme alibi. Mais dans la foule, nous avions perdu la petite. André s'est affolé. Il n'a jamais eu beaucoup de cran et de sang-froid. Et à cause de son nom et de ce qu'on aurait pu dire, il n'a pas osé se rendre au commissariat. Finalement, nous sommes rentrés à la maison, très inquiets. Et qu'a dit Françoise? Rien. Mais ce jour-là, j'ai compris qui elle était. Elle est restée calme. Elle a appelé sa belle-mère et lui a exposé ce qui venait de se passer, sans faire aucun commentaire. Je ne sais pas ce que Suzanne lui répondait, mais j'ai réellement eu la certitude qu'elle réglait un compte toutes les deux par-dessus nos têtes. En fait, l'homme qui avait retrouvé Martine avait prévenu sa grand-mère. Ce pauvre André compte si peu. Ensuite? Suzanne Besson aussi comprend vite. Elle avait saisi le sous-entendu. Elle a convoqué André et a exigé des explications dès le lendemain. Il paraît que ça a été terrible. André a reçu l'ordre de me mettre à la porte. Il a refusé. C'était la première fois qu'il résistait à sa mère. Il était décidé à tout quitter, même sa situation. Alors Suzanne m'a fait venir. Je lui ai dit que je partirais de moi-même et que je n'aimais pas son fils. Mais vous lui aviez cédé. Oui. Quelques semaines plus tôt. Je le trouvais intéressant. Ensuite, je l'ai vu vivre jour après jour. Il était si faible, écrasé par sa mère, méprisé par sa femme, allant de l'une à l'autre, cherchant à concilier les inconciliables, à se montrer solide. Le seul homme sur lequel il avait de l'ascendance était son beau-père. Ah, pourquoi? Mais parce qu'il est riche, et qu'il s'appelle Besson. Et que Dervieux est encore plus faible que lui.
plus veule. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas quitté la maison tout de suite après votre entretien avec Suzanne Besson? Non, toujours à cause des apparences. Oui. J'en suis partie que 2 mois plus tard. Et c'est à cause de Suzanne Besson que vous n'étiez pas à l'enterrement ce matin? Évidemment. Évidemment. Françoise, vous avait-elle demandé de lui apporter des barbituriques à la clinique? Oui, mais j'ai refusé. Je me rappelais sa tentative de suicide. Alors je lui ai répondu que la vente en était également réglementée en Belgique. À cela, elle a d'ailleurs eu une réponse, des barbituriques qui lui en restaient dans sa chambre chez elle. Son médecin lui en avait déjà prescrit avant qu'elle n'entre à l'Ermitage. Vous avez refusé d'aller les chercher? Naturellement. Quelqu'un d'autre a-t-il pu lui en apporter? Sans doute, puisqu'elle en est morte. À qui pensez-vous? À tout le monde, monsieur Baldi. À moi d'abord. Si j'avais aimé André Besson, ce qui n'est pas le cas. À André Besson qui veut m'épouser. À Suzanne Besson, que cette lutte rend folle de rage. Elle n'était pas venue à la clinique depuis 10 jours. Elle, non. Mais en fait, à part d'Hervieux, qui vit avec l'argent des Besson, ce ne sont pas les mobiles qui manquent aux autres. Ni même à la victime. De quoi vous a-t-elle parlé le dernier jour? Comme d'habitude, de tout et de rien. De Martine, de mon travail, de son père qui est malade. Mais elle était calme. Je devais même aller la voir aujourd'hui. Malgré l'allusion à vos rapports avec son mari? Elle paraissait n'y porter aucune importance. Était-ce sincère? Je n'en sais rien. Je pense qu'à la place de Françoise, n'importe quelle femme aurait pu faire semblant d'être heureuse, mais elle ne composait pas. Au point de se suicider? C'était une si drôle de femme. Vous allez recevoir André Besson? Non. Plus maintenant. Jamais plus. Allez-vous. Allez-vous. Monsieur André Besson? Oui? Mon nom est Baldi, détective privé. Permettez que je monte? Qu'est-ce que vous me voulez? Prenez la route de Bruges, je vais vous le dire. Votre mère m'a chargé d'une enquête sur la mort de votre femme, vous le savez? Oui? Et alors? Je quitte mademoiselle Héberlin. Votre femme était au courant, n'est-ce pas? Oui. Elle vous avait reproché cette liaison? Elle était beaucoup trop orgueilleuse pour se plaindre de quoi que ce soit. Elle n'a jamais été tentée de divorcer? Si. Mais elle savait que son père et ma mère s'y opposeraient. Aussi, pour tenter de récupérer sa fille, a-t-elle préféré entrer à l'Ermitage, pensant que votre mère céderait? Vous êtes bien renseigné. Oui et non. Car, dans ce cas, Françoise n'avait pas de raison de se suicider avant l'issue de la lutte qui l'opposait à votre mère. Elle la connaissait, l'issue. Jamais ma mère n'a cédé devant un chantage, même devant un chantage au suicide. Je pense que maintenant, elle y croit. Donc, la volonté de suicide paraissant établie, il ne restait plus à votre femme qu'à trouver quelqu'un qui lui procure des barbituriques. En excluant votre mère, il ne reste plus que Denise et Berlin, vous et son père. Je vois où vous voulez en venir. C'est ignoble. Ça pourrait être Denise et Berlin. Ou moi, n'est-ce pas? Sans doute pas, Denise et Berlin. Alors moi? Restez calme, monsieur Besson. Vous
ou Gaston d'Hervieux. À lui aussi, sa fille a pu demander ce service. Il suffisait d'aller chez vous, de prendre des médicaments dans la pharmacie. D'Hervieux ne se méfiait pas, d'autant qu'il n'était pas au courant de la tentative de suicide sur la route. Vous avez vu d'Hervieux? Cet après-midi, oui. Mais, s'il était allé chez vous, on vous aurait prévenu. Il n'avait pas besoin de venir à la maison. Il avait des somnifères chez lui. Vous l'avez dit à la police? Non. Je ne le dirai pas. Je n'irai même vous l'avoir révélé. Ça ne servira à rien. Pour moi, la mort de François, c'est un accident, un malentendu tragique. Vous pensez que c'est la vie de votre mère? Sans doute pas, puisque vous êtes là. Revenez sur Courtrai, monsieur Besson. Vous pensez retourner voir Gaston d'Hervieux? Sans doute demain matin, avant de rendre visite à votre mère. Et où? Vous allez voir Denise et Berlin? Oui. Bon, si elle vous a chargé d'une commission, dites-le moi. Elle ne veut plus vous revoir. Vous mentez! Arrêtez-moi là. Ma voiture est à côté. Je veux savoir ce qui s'est passé hier soir. Je n'en sais pas plus qu'hier, monsieur Baldi. Pourtant, Gaston d'Hervieux est décédé vers 21h à l'hôpital. J'en arrive. C'est une crise cardiaque? Je le sais. Mais comment se fait-il qu'André Besson l'accompagnait dans l'ambulance? Il avait été prévenu? Vous perdez votre temps, monsieur Baldi. C'est à moi d'en juger. J'exige de savoir la vérité. Pour le compte des Bessons? Et qu'est-ce qu'ils en font de votre vérité, les Bessons? En refusant de me répondre, vous vous faites leur complice. Je veux savoir ce qui s'est passé hier soir. Si vous y tenez. André Besson est arrivé à 20h. D'Hervieux était couché, mais il l'a reçu, bien entendu. Et c'est un peu après que j'ai entendu du bruit dans la chambre. C'est d'Hervieux qui criait. Il parlait d'une commission que Besson lui avait demandé de faire. Pour qui? Pour Françoise, le jour de sa mort. C'est cette nuit que je me suis rappelé de certaines choses. Ce jour-là, D'Hervieux s'apprêtait à prendre le car pour se rendre à la clinique. André Besson est arrivé en voiture vers 2h30. Il arrivait de l'Ermitage et il venait donner des nouvelles de Françoise. Sur le moment, je n'ai pas compris. Pourquoi donner des nouvelles puisque D'Hervieux allait voir sa fille? Ils s'en sont allés en voiture et il paraît que devant la grille de la clinique, Besson est reparti à son usine directement. Alors il n'était donc venu ici que pour charger son beau-père d'une commission pour Françoise? Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Mais entre son départ de la clinique et son arrivée ici, il devait être allé chez lui. Pour prendre cette commission? Peut-être. Est-ce que D'Hervieux avait des somnifères ici? Non, plus depuis 2 mois. Avant, il en prenait, mais je l'ai dit au médecin qui s'est fâché. C'est lui-même qui les a retirés de la pharmacie. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Oh, je vous crois, je vous crois. Françoise est morte ce soir-là. S'il y a un rapport avec les faits que vous me signalez, pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt? Je vais vous répondre. Il y a 10 ans, mon mari est mort à la mine. Faute de mesures de sécurité. Tout le monde le savait. Mais à la direction, on m'a demandé si j'avais des preuves. Au syndicat aussi. À l'avocat également, il fallait des preuves pour attaquer. Même de bonne foi, il faut toujours des preuves. Bon, alors qu'avez-vous fait? J'ai enterré mon mari et je suis venu travailler ici. D'Hervieux, c'était un brave homme, pas très malin. Comme il le disait toujours, sa réussite, c'était le mariage de sa fille. Et il avait raison, elle a eu un bel enterrement. Et pour lui, ça sera plus modeste. Mais je pense que ça ne sera pas mal tout de même. Les Besson lui doivent bien ça. N'est-ce pas? Vous qui avez l'air d'être bien avec eux, il faut leur dire. Il me semble entendre la scène d'ici ce jour-là avec Besson.
Dites-moi, Dervieux, soyez gentil de remettre ça à votre fille. Ça devait être un petit paquet banal qui ne ressemblait pas à un tube de comprimé. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé le tube dans la chambre. C'est exact. Et qui dit que Françoise l'a ouvert devant son père? Il ignorait ce qu'il apportait. Besson est venu ici directement hier soir, après que je l'ai quitté à Courtrai. Il savait que je reviendrais ce matin. Alors de quoi a-t-il pu menacer son beau-père pour provoquer la crise? Il n'en a pas fallu beaucoup. Mais peut-être a-t-il fait semblant de découvrir la vérité, alors il a dû parler de leur responsabilité morale à eux deux. Peut-être aussi de la police. Mais cette crise, il tenait à la provoquer. Voilà, monsieur Baldi. Maintenant, il est tranquille, André Besson. Personne ne pourra jamais rien prouver. Vous pouvez rassurer sa mère. Le téléphone est à côté, là. Allô? Allô, Madame Suzanne Besson? Non, c'est urgent. Tiens, c'est presque une surprise. Tu viens voir les anciens collègues? Non, seulement toi. Tu me fais plaisir. Les affaires vont bien? Pas mal, merci. Et avec tes Besson, où en es-tu? Et toi? Oh, pour nous, c'est simple. Suicide caractérisé. Ah. Oui, Françoise avait déjà d'ailleurs tenté une fois. On a eu la déclaration d'un automobiliste. Tu le savais? Oui. Ah, c'est vrai. Tu as carte blanche. On note bien qu'il est possible que, d'ici peu, les langues se délient. Qu'on reçoive même des lettres anonymes. Entre nous, je ne vois pas ce que ça pourrait changer. Oui. Même si je te disais qui a fourni le médicament à Françoise? Simple responsabilité morale. Elle ne l'a pas avalé de force, le poison. C'est le père. Je m'en suis toujours un peu douté. Dans toute l'équipe, il était le seul assez stupide pour agir sans savoir. Mais dis donc, il est mort cette nuit, le père. Et d'une mort tout à fait naturelle. Alors que veux-tu faire? Gaston Dervieux n'avait pas de barbiturique chez lui. Mais il y en avait chez André Besson. Les domestiques l'ont reconnu. Tu as été chez Besson? Oui, avec la mère. Maintenant, elle sait que Dervieux n'a été que le commissionnaire de son fils qui, lui, savait ce qu'il faisait. Il le savait si bien qu'on ne pourra jamais rien lui reprocher. Ni la mort de sa femme, ni celle de son beau-père. Il est 2 fois coupable et 2 fois inattaquable. À quelle heure as-tu vu la mère? Vers 11h ce matin. Elle savait que tu viendrais me voir? Oui, je le lui ai dit. Et c'est seulement maintenant que tu arrives. Il est presque 14h. Elle m'a demandé de différer ma visite. Oh, rassure-toi, ce n'est pas grave. Tu as vu juste en pensant qu'André Besson pouvait s'en tirer. Du moins, auprès de la justice. Car sa mère l'a convoqué chez elle, à midi. Et il s'est suicidé 1 heure plus tard. Au fond, j'ai toujours pensé que Suzanne Besson était une si drôle de femme, elle aussi. L'heure du mystère. Germaine Beaumont avait choisi pour vous ce soir Une si drôle de femme de Roger Falère, avec Renaud Marie, Geneviève Brunet, Claude Brosset, Daniel Vol et Jean Brunel, André Tinzy, Géo Valery et Jean Péméja. Chef opérateur du son, René Cambien et François Solaire. Collaboration technique, Michel Miroux et Jean-Marie Fouillet. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistant, Bruno Flamand. Réalisation, Philippe Guinard.